Écoutez, on est ravis de pouvoir aujourd'hui partager avec vous le point de vue de la HAS sur les registres et plus précisément sur les registres de pratique. Je peux aussi dire. Donc, tout d'abord, parmi les missions de la HAS, donc il y en a 3 grandes missions: évaluer les médicaments, les dispositifs et les actes professionnels en vue de leur remboursement, recommander les bonnes pratiques, mais aussi élaborer des recommandations vaccinales et de santé publique, et enfin mesurer et améliorer donc la qualité dans tous les établissements de santé, en ville et dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Dans le cadre de cette dernière mission, je vais vous parler plus précisément des indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Donc la HAS développe ce type d'indicateurs pour améliorer les pratiques et in fine contribuer donc à améliorer le service rendu aux patients. 3 types d'indicateurs sont produits, donc des indicateurs de structure basés sur des questionnaires établissements, des indicateurs de processus, donc de pratique, basés sur les données issues des dossiers du patient, et des indicateurs de résultats qui sont mesurés soit par des questionnaires patients, dans le cadre par exemple d'ISATIS pour mesurer la satisfaction et l'expérience des patients hospitalisés, mais aussi à partir des bases de données médico-administratives. Donc tous ces indicateurs sont calculés au niveau national et au niveau de l'établissement de santé, puisqu'on doit répondre à notre mission par cela. Ces indicateurs sont pertinents cliniquement, valides et conçus pour l'amélioration avec des méthodes robustes que je vous ai listées et mises à disposition ici. Cette méthode comprend bien sûr la collaboration avec les professionnels de santé. En ce qui concerne les données des bases médico-administratives, donc on s'est intéressé à ces données-là parce qu'elles sont nationales et exhaustives en l'absence justement de bases de données cliniques nationales. Et bon, ce qu'elles apportent, elles apportent énormément de choses, y compris donc malgré leurs limites. Donc des données du PMSI, donc hospitalière nationale, avec des informations médicales. Également la notion de date de décès et tout ça dans tous les champs PMSI, MCO, SSR, PSI et HAD. Et en ville, dans le DCIR, donc on retrouve toutes les prestations réalisées et remboursées, que ce soit des actes, dispositifs, examens biologiques et autres. Et on a en plus la date de décès dans le DCIR, et si les données sont appariées au CEPIDC, on aura également les causes. En termes de structure, la base PMSI de l'ATIH a les mêmes informations que celle du SNDS, mais elle n'est pas requêtable de la même manière, donc voilà, il y a un problème aussi qui fait que si on interroge l'une, on doit refaire notre programme pour interroger l'autre. Alors les avantages qui nous ont poussés à mesurer des indicateurs de résultats à partir de ces bases, eh bien, c'est bien sûr ces données nationales exhaustives, disponibles et requêtables, le calcul automatisé avec une possibilité de suivi dans le temps, et une absence de charge de travail pour les professionnels de santé en établissement pour le calcul de l'indicateur, mais bien sûr pas pour leur interprétation ou leur utilisation en interne. Les limites, quant à elles, ces bases étant conçues pour tarifer l'activité, eh bien, on a beaucoup de données effectivement disponibles sur ce qui est réalisé, les prestations remboursées en ville, mais pas forcément sur les résultats. Et ces données sont rétrospectives, donc avec un délai quand même de 2 années de mise à disposition, ce qui peut ne pas être compatible avec la dynamique d'amélioration de terrain qui est voulue. Et enfin, lorsqu'on mesure des indicateurs à partir de ces bases, eh bien, on est dépendant à la fois de la disponibilité et de la qualité des données qui se trouvent dans ces bases, pour la population cible que l'on vise, pour l'événement que l'on veut mesurer, pour les facteurs de risque ou les comorbidités que l'on veut utiliser pour l'ajustement, et même lorsqu'il y a des facteurs d'exclusion de ces indicateurs, eh bien, la qualité du codage de ces facteurs d'exclusion compte aussi. J'en viens au registre. Alors, il y a des définitions qui ne sont pas forcément consensuelles. Alors, il y a celle du 6 novembre 1995 qui définit un registre donc comme un recueil continu, exhaustif, de données nominatives qui intéressent un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement définie pour la recherche et la santé publique et par une équipe ayant des compétences appropriées. En 2016, il y a eu une précision supplémentaire quant aux utilisations de ces registres à des fins de surveillance et d'évaluation en santé publique. J'en viens à ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont les registres de pratique. La HAS, donc, en 2017, a défini le registre comme une méthode d'évaluation et d'amélioration des pratiques, qui peut aussi servir à réaliser une action de gestion des risques. Et lorsque ces données cliniques, que ce soit celles du registre de pratique, d'un observatoire ou d'une autre base de données cliniques, constituent une méthode de DPC.
Ce registre peut également être porté par les organisations professionnelles. Et depuis mars 2023, donc, les conseils nationaux professionnels ont aussi pour mission de participer à la mise en place de tels registres pour évaluer, donc observer les pratiques. Et dans ce cas-là, donc, la définition qu'ils en font, c'est une collecte de données structurée qui a pour finalité donc, d'apporter de la connaissance sur la pratique d'une pratique médicale dans une spécialité donnée relative à un acte, dispositif ou procédure, pour à terme être alimentée par tous les médecins de la spécialité. Donc, nous, lorsqu'on veut regarder un registre de pratique, il y a des questions à se poser. Parmi ces questions, c'est quel est l'objectif, la mission, donc l'objectif pour lequel le registre a été mis en place. Est-ce qu'il répond à un besoin de santé publique, à un défaut de qualité ou tout autre objectif? Est-ce que la base de ce registre est standardisée? Est-ce qu'elle permet une interopérabilité? Notamment, est-ce qu'elle est bien structurée, documentée? Est-ce qu'elle répond à des normes de code de données? Est-ce qu'elle est sécurisée et en conformité avec le RGPD? Est-ce que les données sont exhaustives et de qualité? Et dans ce cas-là, quels sont les contrôles qualité qui sont opérés? Quel est le périmètre de ce registre, local, régional, national, autre? Est-ce que ce registre ou les données du registre sont appariées aux bases de données médico-administratives, par exemple au SNDS, et si oui, avec quel type et à quel taux? Est-ce que l'accès aux données du registre peut être direct ou facilité, et alors quelles en sont les modalités? Et est-ce que les moyens techniques, humains, organisationnels et financiers sont pérennes dans ce registre? Et je prends ici un exemple des registres qui existent aujourd'hui. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive, j'en rate sûrement. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a déjà plusieurs registres en France qui collectent des données sur les patients ayant un infarctus du myocarde. Et on se demande du coup si, à travers tous ces registres, quelles sont les données qui sont collectées? Est-ce que ça concerne la prise en charge avant, pendant ou après l'hospitalisation? Est-ce que ce sont les mêmes variables qui sont recueillies au travers de tous ces registres? Est-ce que toutes ces variables sont définies de la même manière? Et quelles sont les utilisations donc, de ces données dans ces registres? Et notamment en termes d'indicateurs. Est-ce que ces indicateurs sont en cohérence avec les recommandations notamment de l'ESC, ou est-ce qu'ils peuvent autoriser un benchmark international, notamment en recueillant les indicateurs du Position Paper actualisé en 2021. Et donc, pour pouvoir utiliser les données de registre, je vais vous présenter deux exemples. La HAS a un indicateur en développement qui mesure la mortalité post-IDM à 30 jours à partir du SNDS. Il y a eu une validation par retour au dossier, une première validation par retour au dossier qui a permis d'utiliser cet indicateur pour le pilotage interne de la qualité. Donc une première restitution de l'indicateur a été réalisée en décembre 2022 et la prochaine sera faite en décembre 2023. À partir des registres existants, est-ce qu'il est possible d'avoir une remontée d'informations concernant l'évaluation des pratiques professionnelles en lien avec la mortalité post-IDM, que ce soit les pratiques préhospitalières, hospitalières, voire même au cours du suivi? Est-ce qu'il est possible d'avoir tout simplement le taux de mortalité à 30 jours qui remonte de ces registres, ajusté, non ajusté, et quels sont les types d'ajustements qui sont réalisés? Si le registre était apparié au SNDS, on pourrait carrément valider nos indicateurs, cet indicateur en l'occurrence, mais tous les indicateurs que l'on produit à partir du SNDS, en considérant les données du registre comme un gold standard. Et même, on pourrait investiguer encore mieux le lien entre l'indicateur de résultats et la qualité des pratiques, puisque c'est ce que l'on souhaite, notamment au niveau établissement, mais parce qu'il y a beaucoup plus de données cliniques dans ces registres que nous pouvons avoir, même au travers du retour au dossier que l'on fait. Et enfin, si ces données en plus étaient nationales, en plus d'être appariées au SNDS, eh bien on pourrait carrément mesurer l'indicateur directement à partir du registre. Et plein d'autres informations, notamment cliniques, au national, par établissement, par région ou autre. Deuxième exemple que je voulais partager avec vous, nous avons défini, donc toujours avec les professionnels de santé, 16 indicateurs de qualité jalonnant le parcours du patient ayant un syndrome coronarien chronique. Parmi ces 16 indicateurs, il y en a 9 qui sont mesurables à partir du SNDS, et c'est l'ARS PACA qui est pilote pour le développement de ces indicateurs. Nous avons également mis à disposition un guide PROMS pour évaluer donc le résultat perçu par le patient, rapporté par le patient. Donc la question qui se pose, si un registre était apparié au SNDS et qu'il collectait des données sur les patients ayant un syndrome coronarien chronique, on aurait pu valider par comparaison donc, de ce qu'on a dans la base de données avec les données du registre, considérées comme le gold standard.
On aurait pu, si ces données en plus étaient appariées au SNDS et national, mesurer les 16 indicateurs, parce que là on est limité par le fait qu'on ne peut les mesurer qu'à travers le SNDS, mais les autres indicateurs sont tout aussi cliniquement pertinents, mais voilà, il faudrait des données cliniques issues idéalement des dossiers des patients, mais voilà, si un registre clinique était disponible, eh ben, on pourrait l'utiliser. En conclusion, le registre de pratique, c'est un outil d'évaluation et d'amélioration des pratiques, de la qualité et de la sécurité des soins, du résultat pour le patient. C'est également une méthode de DPC. Il constitue une base de données cliniques en vie réelle extrêmement précieuse parce que ces données ne se trouvent nulle part ailleurs dans des bases structurées et au national. Et il permettrait de répondre à de très nombreuses questions, comme nous l'avons vu dans toutes ces présentations, notamment sur des nouveaux actes, médicaments, dispositifs, mais même au-delà. Et donc, sous réserve de la qualité et de l'exhaustivité des données, il pourrait également permettre de valider des indicateurs de qualité, voire même de les mesurer. Voilà. Et notre grand souhait, c'est peut-on aller vers la mesure d'indicateurs de qualité à partir des registres de pratiques nationaux et exhaustifs et appariés au SNDS. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation.